Bonjour et bienvenue pour ce tout nouvel épisode de La Voix de la Famille. Je suis Laetitia et je suis heureuse de vous retrouver ce soir pour ce tout nouvel épisode. Et qui dit nouvel épisode dit nouveau thème. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, un sujet qui fait encore parler et qui touche encore de nombreuses personnes. Alors, nous allons parler des violences conjugales et malheureusement, c'est un fléau qui tue de nombreuses personnes. Il était important pour nous de pouvoir parler de cela à travers le témoignage que nous allons recevoir aujourd'hui de notre invitée Georgette. Merci Georgette d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Laetitia, merci de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Merci d'avoir choisi le plateau de La Voix de la Famille pour parler de ce sujet qui est la violence conjugale. Ça a été une partie de ton histoire passée. Oui. Et aujourd'hui, tu nous fais l'honneur de nous raconter quelques bribes de cette histoire et de pouvoir ainsi encourager les personnes qui nous regardent, ce n'est pas une finalité, il y a d'autres choses qui nous attendent après cela. Oui. Et qu'on peut s'en sortir. Oui, justement, on peut s'en sortir. Ce n'est en rien une fatalité, mais on doit prendre la décision de sortir de là. Yes. Du coup, on se retrouve juste après. Restez connectés. Nous sommes de retour sur le plateau de La Voix de la Famille. N'hésitez pas à partager cette émission, ce lien à une personne qui en a besoin. Si vous connaissez autour de vous des personnes qui sont victimes de violences conjugales, n'hésitez pas à leur envoyer le lien. Je crois assurément que par les paroles que nous allons donner ce soir, il y a une parole d'encouragement qui va toucher la vie d'une personne. Donc n'hésitez surtout pas à envoyer le lien et à partager un maximum. Pour cette deuxième partie d'émission, nous avons deux intervenantes qui nous ont rejoints. Nous avons Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir Laetitia. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Merci, ça va également. Et nous avons Georgina qui nous a rejoint également. Comment tu vas Georgina? Ça va et toi? Très bien, merci. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Et nous sommes toujours avec avec Georgette qui est avec nous ce soir. Oui, bonsoir Laetitia. Et nous allons continuer, nous allons échanger ensemble pour pouvoir encore trouver des solutions, pour vous apporter également du soutien, de la force, vous qui nous suivez. Pour commencer, je me tourne vers toi, Jessica. Donc toi, tu as été bénévole dans une association pour victimes de violences conjugales. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Exact. Alors, j'ai été bénévole au sein de l'association Espoir 91, qui a pour but d'aider les victimes de violences conjugales dans l'Essonne, dans le 91. Donc, l'aide qu'on a apportée, c'était principalement de l'écoute et également de l'aide au niveau administratif, au niveau de certaines victimes qui avaient besoin de déménager, en fait. Donc, il y avait plusieurs aides. Principalement, moi, j'étais plutôt dans la communication. Donc, on m'avait placé dans la gestion des réseaux sociaux de l'association. Faut savoir que plusieurs femmes ou hommes quand même ont accès aux réseaux sociaux et ont besoin d'avoir une parole d'encouragement. Alors moi, j'ai été chargée de donner des paroles d'encouragement à travers les réseaux sociaux. Donc c'était voilà une courte présentation de l'association. Merci beaucoup en tout cas de ta présence et c'est vrai que tu as une expérience du coup de terrain qui va nous être très bénéfique ce soir. Donc déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce qui définit un acte de violence conjugale? Alors, un acte de violence conjugale, j'ai regardé l'information sur Internet, c'est lorsque au sein d'un couple, qu'il soit marié, concubin ou pacsé, et on retrouve différents types de violences conjugales. Alors, on retrouve principalement, c'est les violences physiques, on les connaît, donc ça peut être des coups, des blessures, il y a également des violences psychologiques. Là, c'est beaucoup plus subtil. Ça peut être de l'harcèlement moral, ça peut être des insultes et des menaces. Donc, c'est plutôt verbal, on va dire, des violences verbales. Mais il y a également les violences sexuelles. Ça peut être un viol. On parle de viol même dans le cadre d'un couple. Et on parle aussi des violences économiques lorsqu'un conjoint va limiter l'accès aux ressources financières à l'autre conjoint. C'est vraiment différents types de violences. Merci en tout cas pour toutes ces précisions. Et aujourd'hui, on parle
notamment du féminicide, mais comme tu l'as dit, il y a également des hommes qui sont victimes de violences conjugales. Est-ce qu'il y a un pourcentage de personnes aujourd'hui qu'on peut répertorier qui sont des victimes? Alors, au niveau des hommes, c'est assez tabou, en fait, parce que les hommes ont du mal à exprimer justement ce type de violence. Comme l'homme est chef, c'est assez difficile de le dire. Au niveau des femmes, en 2020, on comptait 102 femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire. Donc ici, c'est en 2020. 23 hommes ont été tués par leur partenaire ou ex-partenaire. Donc violence conjugale, c'est également les partenaires ou les violences qui proviennent des ex-partenaires. Donc ça prend en compte ces deux aspects. Et il y a également la violence faite aux mineurs. Certains mineurs ont été décédés à cause des violences conjugales. De leur, oui, donc c'est vraiment conjoint, au niveau, non, ou de leurs parents. Donc c'est plus de la violence intrafamiliale. En fait, D'accord. la violence conjugale a une répercussion sur aussi les enfants. Waouh. On parle de victimes, mais aussi les témoins. D'accord. Et ça, c'est un aspect qui Très important. est Oui. très important. Oui, les témoins sont également des personnes qui sont traumatisées, qui ont Exact. besoin de reconstruction. Je sais qu'il y a une grande campagne de sensibilisation face à cela. Il y a une phrase choc, c'est une femme toutes les 3 secondes est victime de violences conjugales. C'est une réalité. Et malheureusement, les choses ne vont pas en s'arrangeant, mais plutôt en s'aggravant. Merci Jessica, en tout cas, pour toutes ces précisions que tu nous as apportées. Du coup, je me tourne vers vous, notamment vers toi, Georgette. Est-ce que tu as des éléments peut-être un peu à rajouter? Oui, je dirais sur les formes de violence, comme elle a cité tout à l'heure Jessica, elle a parlé de la violence psychologique. On peut aussi parler de la violence morale, la violence verbale. Quand l'autre conjoint veut imposer son opinion, quand tu es tout le temps rabaissé, quand tu es tout le temps insulté. Je sais qu'il y a des femmes qui sont tellement insultées, on leur rappelle chaque fois qu'elles sont incapables, qu'elles n'osent même pas faire certaines choses, qu'elles n'osent même pas évoluer dans leur vie, qu'à un moment donné, elles manquent de confiance en elles. Donc il y a cette forme de violence. Et cette violence morale, elle est tellement subtile qu'on ne peut pas prouver au fait. Comme il n'y a pas de fait, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de traces physiques sur le corps de la personne. Donc c'est une violence qu'on ne peut vraiment pas prouver et pourtant elle est là. Je pense que c'est la plus difficile parce que quelqu'un qui est tout le temps rabaissé, quelqu'un qui est tout le temps insulté, il y a aussi des menaces. C'est une forme de violence. Il y a des conjoints qui passent leur temps à menacer l'autre conjoint. C'est aussi une forme de violence. Donc je voulais simplement compléter cela. D'accord. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui, selon vous, peut expliquer la hausse de ces taux, en fait, il y a des campagnes de sensibilisation, la parole s'est libérée, on voit que les personnes commencent à en parler, etc. Mais ça continue à augmenter, le chiffre continue à augmenter. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Là, on a eu un pic lors du confinement. Surtout en 2020, les statistiques parlent de 159 000 cas de violence conjugale signalés auprès des autorités policières. Et cette violence est vraiment due au fait que la crise sanitaire, ça créait un certain sentiment d'insécurité. On se retrouvait confinés dans une même maison pendant des jours, sans sortie. Aujourd'hui, il y a aussi le côté du télétravail qui est de plus en plus répandu au sein des entreprises. Ça fait que le conjoint violent ou la conjointe violente est tout le temps là. Et cette crise sanitaire a fait naître ce sentiment d'insécurité, ce sentiment d'incertitude en ce qui concerne les lendemains. Ce sentiment où on ne sait pas si on va vivre demain, où on ne sait pas si on va se retrouver dans un lit d'hôpital. Du coup, ça crée un mal-être. Pour quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui manque déjà de confiance en soi. C'est quelqu'un qui peut être déstabilisé par un oui ou par un non. Et je pense que le fait que la crise ait créé ce mal-être, c'est venu encore augmenter la sensibilité des personnes violentes. Dans un petit rien, ça s'embrase.
Je pense que l'augmentation des violences conjugales a été vraiment encore boostée par la crise sanitaire. Ok. Georgina, est-ce que tu auras quelque chose à rajouter? Je voulais aussi rajouter le fait aussi des chômages, parce que la crise sanitaire a apporté aussi des pertes d'emploi. Donc tout ça, ça joue aussi sur la vie de couple, quoi. L'instabilité financière. Oui, c'est ça, l'instabilité financière, ça joue aussi sur la vie de couple. Alors, lors de ton témoignage, tu nous as parlé des signes qu'il y a pu avoir, des premiers signes de violence qui n'étaient pas directement sur toi, mais qui étaient sur des objets. Est-ce qu'il y a des signes particuliers qu'on peut diagnostiquer à chaque fois qui peuvent alerter en fait une personne par rapport aux violences conjugales? Jessica? Alors au niveau des signes, je dirais peut-être au niveau de la gestion des conflits. Certains manquent de patience et très vite passent à l'agressivité. Et une agressivité qui est assez répétée peut être un signe d'une prochaine violence physique, voire psychologique, comme on a pu le dire. Donc il faut vraiment faire attention, par exemple, lors des conflits, on sait très bien, dans les foyers, il y a souvent des conflits, mais la gestion des conflits, la manière dont le conjoint gère les conflits peut être un signe sur les prochaines violences qui peuvent arriver, on va dire. D'accord, ok. Comme signe, je dirais que on peut par exemple remarquer auprès de certaines personnes victimes de violences, même verbales, qu'elles s'enferment du jour au lendemain. Quelqu'un qui était gai, quelqu'un qui allait vers les autres, quelqu'un qui riait, qui aimait la vie, du jour au lendemain, elle se renferme. Elle se renferme, elle ne parle plus, elle ne va plus vers les autres. Ça, c'est vraiment un signe qui doit alerter l'entourage. L'autre signe, ça va être certainement les signes beaucoup plus physiques. Un œil au beurre noir, je l'ai eu, et les personnes violentées sont douées pour camoufler les choses. Moi, je me rappelle à mon travail, auprès des proches, je racontais toujours des histoires. Un signe. Et quand on voit des traces, par exemple, des traces de coups, sur une autre personne, sur un proche, on doit poser la question. Et quand on pose la question, il faut essayer de regarder la personne droit dans les yeux. Vous allez vous rendre compte que la personne va détourner son regard. La personne est en train de mentir, elle est en train de camoufler. Et je pense que ça, c'est des petits signes. Je dirais que les parents doivent aussi être très, très ouverts et très, très sensibles. Parce que les enfants qui sont victimes de violences conjugales dans leur foyer n'en parlent pas aux parents. Mais toi, parent qui connais ton enfant, tu es capable de détecter quand ton enfant va bien et quand ton enfant ne va pas bien. Donc là, il faut insister. Je dirais aux proches d'insister, d'aller vers ces personnes-là et de les pousser un peu à parler. D'accord. Là, du coup, tu nous as parlé du côté de la victime, mais du côté du prédateur, du côté de l'homme violent. Est-ce qu'il y a des signes qu'on peut reconnaître? Parce que Jessica nous a parlé de la manière de gérer les conflits. Oui. On peut voir un manque de patience, une colère qui est un peu plus poussée. Oui. Lors de ton témoignage, tu nous as parlé qu'il avait déjà des gestes violents qui étaient vers des objets. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses encore qui peuvent alerter une personne sur le comportement dangereux de son conjoint? Je pense que ça commence toujours, comme je disais tout à l'heure, par la violence verbale. Un homme qui te rabaisse. Un homme qui t'insulte, même en public. Un homme qui ne te laisse pas avoir ton avis, qui veut toujours t'imposer son avis. Un homme qui te rabaisse, qui te rappelle que tu n'es rien. Ça, c'est déjà un signe avant-coureur. Et on dit toujours que l'amour rend aveugle. Parce que ces signes-là, Dieu nous les montre. Dieu nous les montre avant le mariage. Mais comme on aime la personne, on ferme les yeux. Mais dans le mariage, on ouvre rapidement, on retrouve rapidement la vue. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, la sœur Georgette a presque tout dit. Hein. Donc il y a la colère, il y a l'énervement, la personne devient sensible. La personne n'est plus à l'écoute de l'autre. Donc là, on peut détecter qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ça.
Et du coup, lorsque voilà, il y a des premiers gestes qui sont posés, un geste, une parole, des paroles rabaissantes, une gifle, un geste brusque, quelle est la première action à poser en fait? Dès que notre conjoint commence à réagir de cette manière-là, quels sont les premiers gestes qu'on doit avoir? Quelle est la première réaction à avoir, je dirais? Je dirais qu'il ne faut jamais accepter la première gifle. L'erreur que moi j'ai commise, c'est que j'ai accepté au fait. J'ai accepté qu'il me fasse comprendre que c'était de ma faute. C'est là où j'ai eu tort. Parce que la victime, toi qui te fais taper dessus, tu n'es en rien le coupable. Tu es une victime. Donc ce n'est pas de ta faute. Donc, il ne faut jamais accepter le premier signe de violence. Et je dirais que pendant les fiançailles, je peux dire, ma situation, c'est de ma faute. Parce qu'à plusieurs reprises, Dieu m'a montré. À plusieurs reprises, Dieu m'a montré. Mais comme je n'étais pas croyante à l'époque, je n'ai pas pu saisir. Parce qu'on voit toujours. Il y a toujours ces signes-là. Mais des fois, c'est l'amour, en fait. L'amour qu'on a étouffe, du coup, la perception des choses qu'on vit. Et des fois aussi, l'autre peut te dire « non, je n'ai pas fait exprès ». Et, bon, je parle plus côté de la femme. Quand l'homme te dit ça, tu te dis « bon, comme tu l'aimes, tu te dis « sûrement, il n'a pas fait exprès ». Mais quand ça se répète, il faut maintenant se poser des questions si c'est normal ou pas. D'accord. Et du coup, en parler, partir... Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Moi, je pense que ce qui est important à faire, les premiers actes à faire, c'est parler. C'est vraiment parler déjà au conjoint, lui dire, voilà, j'ai remarqué certaines attitudes, qu'est-ce qui se passe? Et également parler à notre entourage. Mais c'est vrai que souvent, la victime de violence conjugale a du mal à parler. Parce qu'elle a honte. Culpabilité. Elle a honte et elle se dit, bon après ça dépend des cultures, mais certaines se disent, oui, dans ma culture il faut supporter ce genre de choses. Et du coup, elles vont se taire. Et c'est par là que les choses s'aggravent. Oui. Je pense que les premières choses à faire, c'est parler. À un ami, à une amie, un parrain, mais au moins à une personne pour déjà alerter, pour dire, voilà, il y a certaines choses que je remarque qui sont assez étrange. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour sortir un peu de cette bulle où on aime la personne et on voit rien en fait. Donc je pense que c'est important de communiquer. C'est vrai, tu as raison. C'est là où c'est important du coup d'être accompagné lors du mariage, d'avoir vraiment un accompagnement des personnes vers qui se tourner, que ce soit les parents, que ce soit le couple pastoral, que ce soit vraiment des personnes de confiance en fait, oui, vers qui se retourner. Je voulais répondre sur ce que Jessica a dit. Ce n'est pas aussi de ne pas être dans le déni. Prendre conscience que ce n'est pas normal. Parce que des fois, on rencontre des couples qui viennent, ça peut être la femme ou l'homme, qui vit dans la violence. La personne te parle de cette violence conjugale, mais tu sens comme si elle était dans le déni. La personne est dans le déni. Tu vois que la personne n'est pas bien, tu la fais comprendre que la situation que tu es en train de vivre, ce n'est pas normal, mais la personne te dit « je crois que ça va passer ». Mais la personne est dans le déni. Donc c'est vraiment sortir d'abord du déni, quoi. Pour rebondir, en fait, quelles sont les raisons qui peuvent faire qu'une personne peut accepter cette situation? Qu'est-ce qui peut faire qu'une personne victime va se dire ben, malgré ça, non, il faut que je supporte, il faut que je reste. Qu'est-ce qui peut pousser une personne à avoir ce comportement? Je dirais la pauvreté financière. Parce que je dirais, il y a dans plusieurs familles aujourd'hui où des femmes subissent des coups, des violences, vraiment des violences graves. Mais comme elles ne sont pas stables financièrement, elles ne travaillent pas, elles n'ont aucun revenu, aucune source de revenus, elles préfèrent rester là. Parce qu'elles se disent que si elles sortent de ce foyer, elles ne pourront pas prendre soin d'elles-mêmes, à plus forte raison prendre soin de leurs enfants. Donc, le fait de ne pas être stable
financièrement fait que énormément de femmes supportent la violence conjugale aujourd'hui. Un deuxième point, je dirais que le regard de la société. Laetitia, le regard de la société. On est dans une société où, à un certain âge, on voudrait qu'une femme soit dans un foyer, qu'une femme soit mariée. Et cette personne-là, cette femme, cette sœur qui subit cette violence au quotidien, elle n'ose pas sortir de là. Elle n'ose même pas en parler, quitter ce foyer parce qu'elle se dit le regard des autres. Qu'est-ce que les autres vont penser de moi? À mon âge, je veux me retrouver célibataire. Donc le regard de l'autre, le regard de la société. Je dirais que quand on vit des violences, on ne doit pas se soucier du regard des autres. En tout cas, les autres auront toujours quelque chose à dire, ma sœur. Et quand il t'arrivera un drame dans ce foyer à cause de la violence, les mêmes personnes viendront dire « Eh, pourquoi elle n'est pas sortie de là ?» Donc, c'est vrai, ouais. J'aimerais aussi ajouter, donc on a parlé du regard des autres, il y a aussi la peur de la solitude. Il y a des femmes, elles se disent, mais si je le quitte, où irai-je? Où irai-je? Donc il y a des personnes, elles préfèrent rester dans un foyer, même si elles ne se sentent pas bien, parce qu'elles se disent, bon, au moins j'ai une certaine image d'une famille qui est unie. Pas forcément unis, ils sont juste rassemblés dans une maison, mais ils ne sont pas unis. Ils sont pas unis. Et il y a aussi le côté, je ne vais pas trouver mieux. Ouais. Si je n'ai pas cet homme, je n'aurai pas d'autre homme. Donc autant supporter les coups de cet homme qui me frappe. Et peut-être c'est ça sa manière d'exprimer son amour. En fait, c'est assez spécial parce que les femmes, elles arrivent même à trouver à justifier la violence de l'homme. Oui. Elles se disent, bon, peut-être qu'en ce moment, il ne se sent pas bien. Alors, ça va passer. Ou peut-être qu'elles se disent, dans son enfance, il a peut-être vu son père frapper sa mère. Donc, il faut qu'il restaure son âme, mais ensuite, ça va passer. Les femmes qui sont victimes de violences conjugales arrivent à justifier. Et ça, c'est une forme de prison, en fait. Donc Et puis du coup, il y a aussi le background personnel, en fait. Oui. Si soi-même, on a grandi dans un environnement violent et qu'on a toujours vu soit son père ou sa mère donner des coups, ben c'est aussi ça devient une manière d'affection pour l'autre et ça devient... on accepte parce qu'on dit ben, on a grandi comme ça et puis c'est peut-être comme ça qu'on démontre de l'amour, etc. Donc ça peut vite devenir un cercle vicieux. C'est pour ça que c'est important de passer par une période de restauration, de blessures. Et quand aussi notre conjoint nous rabaisse, etc., on a tellement plus confiance en soi, on se dit, mais sans lui, je ne suis plus rien, je ne suis personne, ou qui va, voilà, comme tu disais, qui va encore prendre soin de moi, etc. Et il y a aussi le cas, Laetitia, que je voulais rajouter rapidement. Beaucoup de femmes aussi restent dans les foyers violents pour les enfants. Elles disent, je vais supporter pour mes enfants. Je vais payer le prix pour mes enfants. Je veux que mes enfants aient un certain équilibre, qu'ils aient leur père et leur mère. Je me rappelle de cette histoire qui se passait ici en France, il y a de cela 2-3 ans en arrière, dans le 93, où cette femme était morte, poignardée par son mari. Elle avait laissé 2 orphelins. Je veux ouvrir une parenthèse pour parler de cette chantre-là. De cette chantre qui vient de mourir. Comment elle s'appelle encore? C'est aussi... Osinachi, mère de 4 enfants. Elle vient de mourir sous les coups de son mari. Elle a laissé 4 orphelins. Je dirais à une femme, toi qui veux supporter cette situation parce que tu comptes préserver tes enfants, si ça arrive à un point où les choses sont tellement difficiles, où tu es tellement battu, au point où ta vie est en danger, s'il te plaît, il sera préférable que tu te sauves et que tes enfants ne soient pas orphelins. Parce que parfois, en insistant, tu peux laisser ta vie et là, tu ne seras plus là pour ces enfants-là. Ils seront des orphelins.
Jessica a parlé tout à l'heure de 102 cas de mort de femmes. Rien qu'en France, en 2020, 102 femmes ont laissé certainement des orphelins. Donc, avant de dire que je veux supporter pour mes enfants, je dirais, choisis la vie pour tes enfants. Yes. Yes, yes, merci beaucoup en tout cas. On va parler un peu aussi de la place de la foi, de la restauration pour toutes ces victimes. J'aimerais d'abord me retourner vers toi, Georgina, et d'abord recentrer sur que dit la Bible sur l'institution du mariage et du couple. Alors, Dieu, quand il a institué le mariage, c'était pour le bonheur de l'homme. Parce que l'homme, quand il a découvert la femme, il a dit, voici cette fois-ci. Donc, il a exprimé sa joie, il a exprimé le bonheur de fait de voir la femme. C'était ça le but de Dieu, créer l'homme et la femme, vivre dans le mariage, vivre dans la paix, et que cette relation soit basée sur le respect et l'amour mutuel. Et quand le péché est venu, le péché a tout déstabilisé. Il y a eu l'insoumission, il y a eu la violence. Parce que, comme on a parlé de la violence, il n'y a pas que la violence physique, il y a aussi la violence verbale. Quand l'homme a péché, quand Dieu lui pose la question, il dit c'est la femme qui m'a donné, que tu m'as donné. Et là, par la violence, souvent dans la violence conjugale, on veut culpabiliser l'autre, on veut rendre l'autre responsable de son malheur. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, c'est déjà dès le jardin d'Éden, quand l'homme a péché, quand le péché est entré, l'homme a commencé la violence à l'égard de la femme. Et Dieu, quand il a créé le mariage, c'était dans le but que l'homme soit heureux et que cela soit fondé sur, et pour avoir comme base l'amour et le respect mutuel. Donc c'est ça ce que Dieu a institué. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. C'est Dieu qui a institué le mariage. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir recentré sur l'institution du mariage. Et que dit Dieu? Quelle parole Dieu donne aux personnes qui sont victimes de persécutions, de violences? En fait, quelle parole on pourrait donner à une femme, à un homme qui nous parle et qui est victime aujourd'hui? Que lui dit Dieu à travers sa parole? Alors, à une personne qui passe par des moments de violence, c'est vrai, on peut se confier aux hommes, on peut parler aux hommes, mais c'est tourner vers Dieu aussi, c'est très important. Parce que lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, nous allons voir que Christ a porté des douleurs. Christ a connu l'humiliation. Christ a connu des blessures. Donc Christ a connu, je pourrais parler de la violence. Christ a connu la violence. Et il s'identifie aux personnes qui connaissent aussi la violence. Il sait porter ces douleurs-là. Il sait nous comprendre, il sait te comprendre. Toi qui passes par des moments de violence, donc savoir se confier à lui, donc il est disponible. Je voudrais rajouter quelque chose, Laetitia. Je sais que moi, après avoir quitté, pardon, autant pour moi, après avoir quitté ce foyer violent, j'avais très très mal. J'avais une sorte de rancune, de rancœur. Je lui en voulais. Et du coup, il y a une parole, un passage de la Bible que j'avais entendu à maintes reprises qui dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution », dit l'Éternel. Et pendant que je me disais « Je vais aller casser sa voiture », pourquoi j'ai supporté pendant tant d'années? Parce que quand tu as subi, après vient un temps où tu te révoltes. Quand tu prends conscience de ce que tu as vécu, tu te révoltes, tu te dis, mais pourquoi je l'ai laissé faire? Donc j'avais envie d'aller casser sa voiture, j'avais envie d'aller faire des... Et cette parole de Dieu m'a fait du bien. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Et j'ai laissé tomber. C'était pas à toi de faire justice, mais tu savais qu'il y avait la justice divine. C'était pas à moi. Et du coup, en fait, comment faire en fait quand voilà, on a sa foi, on subit toutes ces choses? Comment on fait pour ne pas abandonner? Comment on fait pour continuer avec Dieu, pour continuer à servir, à être zélé, quand chez soi on est victime de violence, quand on est tout le temps rabaissé? Comment faire en fait pour pas que ça affecte notre vie spirituelle? Faites-vous entourer, faites-vous accompagner par des personnes de confiance. Comme on a
on a dit tout à l'heure que quand on subit des violences, on a du mal à en parler. On a honte, on a la culpabilité qui nous ronge. Mais lorsqu'on s'est fait entourer, on s'est fait accompagner par des personnes de confiance, ça nous aide à demeurer dans la foi. Je voulais rajouter un petit truc. Moi, ce qui m'a aidé à ce moment-là, même si je n'allais pas régulièrement à l'église, mais à garder un semblant de petite foi en moi, à ne vraiment pas renier Dieu, c'était l'histoire de Jésus. Quand on parle un peu de la scène, comme a dit Maman Georgina tout à l'heure, où il a été violenté. Il a été violenté. Il a été frappé, cloué à la croix. La Bible me dit même qu'à un moment donné, sa sueur s'était transformée en sang. Donc on imagine le degré de souffrance. Quand j'ai pensé à ça, et puis je me suis dit, mais Dieu était avec lui. Dieu a laissé qu'on le frappe. Et pourtant Dieu disait que c'était son fils bien-aimé. Dieu a laissé cela. Je me suis dit, ok, il y a des situations que Dieu permet. Il y a des situations que Dieu permet. Parce qu'après cette violence de Christ, on dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Et aujourd'hui, même après des milliers d'années, on parle encore de Christ. Parce qu'il a payé le prix. Il a subi ces atrocités et il n'a rien dit. Et je me suis dit, ok, j'ai subi cela. C'était peut-être pour quelque chose. C'était peut-être pour un but. Je ne veux pas abandonner Dieu. Ce n'est pas Dieu qui a commis cela. Il a permis, certes, mais ce n'est pas de sa faute. Je ne peux pas le renier. Comme on dit, la maladie de Lazare, ce n'était pas pour la mort. Jésus l'a laissé malade pendant quelque temps. Il l'a même laissé arriver jusqu'à la mort parce qu'il savait qu'il y avait une gloire glorieuse derrière la résurrection de Lazare. Donc c'est comme ça. C'est à ça qu'il faut penser pour ne pas abandonner la foi. Il y a une chose aussi que je voulais ajouter, c'est le fait de cultiver le pardon. C'est important de pardonner. C'est spécial parce que celle qui est victime de violences conjugales, elle le vit au quotidien, peut-être à la maison. Alors je le dis, peut-être c'est facile à dire de pardonner, mais pour avancer, en tout cas avec Dieu, tu dois te libérer de toutes ces injustices en fait. Sinon ça va bloquer ta vie et tu seras emprisonné dans la colère, dans la rancune, dans cette volonté de te venger, alors que pour avancer avec Dieu, même Jésus à la croix a pardonné ses persécuteurs. Il a pardonné. Il a vécu la gloire, mais il a pardonné ceux qui l'ont crucifié. Donc, à une femme, j'aimerais dire, demande à Dieu de te donner la force de pardonner cet homme, ou à l'homme qui est victime de violences conjugales, de pardonner cette femme, pour te donner une meilleure vision de l'avenir, en fait. C'est important de pardonner. Wow, la puissance du pardon. Aujourd'hui, donc... tu es là, Georgette, on voit que tu es restaurée, etc. Mais est-ce qu'il y a des phases particulières par lesquelles les victimes de violences conjugales doivent passer pour leur reconstruction? Est-ce qu'il y a des phases clés? On a parlé du pardon. Est-ce qu'il y en a d'autres par lesquelles voilà, une victime doit passer pour se reconstruire? Oui. Je reviendrai encore sur le pardon que Jessica, c'est vraiment, je dirais que c'est la racine. C'est le début de la restauration. On dit que le pardon a cette puissance-là qui vient même libérer la personne qui donne le pardon. Moi, j'ai commencé par là. Je me rappelle un matin, 2014, j'ai appelé mon ex. Très tôt le matin, j'avais eu à cœur de l'appeler. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, ce qui s'est passé entre toi et moi. Je sais que tu n'es pas le seul fautif. J'avais ma part de responsabilité. En tout cas, quand il y a un problème dans un couple, le tort est toujours partagé. Toujours partagé. J'ai reconnu que j'avais ma part de responsabilité. Je n'ai pas peut-être été la femme qui voulait. J'ai certainement eu mes défauts. Je lui ai dit, je te demande pardon. Pardonne-moi pour mes manquements. Mais ce matin, je voudrais aussi te dire que je te pardonne. Je te pardonne. Sache que je te pardonne et que je t'en veux plus. Laetitia, pendant 1 minute, il était silencieux au bout du fil. Je lui ai dit, mais tu es encore là? Il me dit oui. Il me dit, tu sais,
c'était à moi de te protéger. J'ai failli, pardonne-moi. Et je pense que ma restauration a commencé par là. Ma restauration a commencé par là. Aujourd'hui, quand je parle de cette scène de violence, c'est vrai qu'il y a toujours beaucoup d'émotions. Je pleure parce que je revis la scène, mais je ne lui en veux plus. Je prie pour lui aujourd'hui. Mon souhait, c'est qu'il puisse être heureux, qu'il puisse réussir là où il est, parce que j'ai pardonné. C'était la première étape. La deuxième étape, par laquelle on doit passer pour être restauré, je dirais qu'il faut se débarrasser du sentiment d'injustice. Parce que quand on a été victime et qu'il n'y a peut-être pas eu de réparation terrestre, on a toujours ce sentiment d'injustice. J'ai été victime. C'était injuste. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'était injuste. Seigneur, pourquoi tu as laissé ça? J'avais ce sentiment d'injustice. Et quand on a un sentiment d'injustice comme ça, Laetitia, ça crée une certaine haine. Ça crée une certaine haine. Donc, il faut se débarrasser de ce sentiment d'injustice. Et après, je dirais en troisième point, il faut apprendre à faire confiance de nouveau. J'ai eu du mal. J'ai eu du mal. Quand il y avait des problèmes avec mon mari, dès qu'on se chamaillait, ça arrive à tous les couples, je lui disais, oui, tu veux me frapper, vas-y, frappe-moi. Donc, j'avais pas confiance en lui, en fait. Je me disais que, ok, comme on s'est disputé, il va certainement me frapper. Et je prémenais le devant. Je lui demandais de me frapper. Donc, je n'avais pas confiance. Je n'avais pas confiance. Il a fallu vraiment que Dieu m'aide, qu'un travail soit fait pour que je puisse de nouveau avoir confiance. Parce que ce n'est pas tous les hommes qui sont violents. On a des hommes qui sont doux comme des agneaux. Donc vraiment, je dirais que ça, ce sont les 3 étapes par lesquelles je suis passée. Est-ce que l'une de vous voudrait compléter? Oui, j'aimerais bien parler de l'étape où justement il faut reconnaître les faits et ne pas être dans le déni. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, je pense, les victimes de violences conjugales, il y a des personnes qui sont totalement en déni. On le disait, elles se disent non, tout va bien, peut-être que c'est normal, mais sans plus, quoi. Et avant de pardonner, on pardonne une offense, mais il faut reconnaître l'offense. Il faut la reconnaître. Donc, il faut mettre un mot sur ce qui se passe. C'est une étape qui est importante et qui est la clé de la restauration de l'âme. Je pense que c'est ça qu'il faut. Je voulais rebondir sur ce que Jessica a dit. Donc, une prise de conscience, c'est dire que ce que je suis en train de vivre, c'est pas normal. Quand tu regardes ton corps, tu vois des bleus, tu te dis non, c'est pas normal. Donc c'est comme le fils prodigue, quand il a vu la manière, dans les conditions dans lesquelles il s'est trouvé, il a dit non, dans la maison de mon père. Donc ce n'est pas ça la vraie vie d'un enfant. Donc la Bible dit que revenu en lui-même. C'est important que la personne qui subit des violences puisse revenir en lui-même, c'est dire que ce que je suis en train de vivre, ce n'est pas normal, je dois me lever. Yes. Merci beaucoup en tout cas pour tous vos conseils et vos paroles. On est là aujourd'hui, on est là ce soir également pour essayer de trouver ensemble des solutions, de pouvoir mettre en avant certaines choses. À l'heure d'aujourd'hui, quels sont les éléments qui sont mis en œuvre par l'État pour aider les victimes de violences conjugales? Jessica? Alors, il y a plusieurs numéros qui sont disponibles pour les victimes de violences conjugales. Alors déjà, les victimes de violences conjugales peuvent appeler le 3919, qui est un numéro gratuit et anonyme. C'est plus pour être entendu, pour apporter de l'écoute auprès des victimes. Bien sûr, il y a appeler la police, appeler le 17, pour vraiment expliquer les faits et exposer tout ce qui se passe au sein du foyer. Pour les personnes qui, peut-être, n'ont pas l'opportunité de parler, parce que certaines victimes, elles se disent si je parle au téléphone, il va m'entendre. Alors, il y a un numéro, c'est le 114. Donc, les victimes de violences conjugales, vous pouvez envoyer un message au 114 pour, justement, communiquer par écrit.
Je pense que j'ai fait le tour, enfin, du moins c'est ce que je connais. Oui. Et il y a aussi certaines associations, je pense que sur Internet, pour ceux qui sont ici en Île-de-France, ou même partout dans le monde, il y a toujours des associations d'écoute. Je sais qu'à l'époque, j'étais dans le 95, il y avait une association, je ne sais plus très bien comment ça s'appelait, mais voilà, cette association voilà, m'a fait du bien, j'ai été reçue, j'ai rencontré une psychologue, j'ai été écoutée, ça m'a fait du bien de parler à quelqu'un. Je pense qu'il y a ça aussi. Est-ce que du coup aujourd'hui les actions qui sont mises en place sont des actions qui marchent? Est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient besoin d'être renforcées ou être rajoutées dans le processus d'aide qu'on a aujourd'hui face aux victimes? Je pense que les actions marchent. On ne peut pas dire que ça ne marche pas. Parce que je sais que moi, à un moment donné, le 39-19, ça m'a aidé. Ça m'a donné des informations dont j'avais besoin pour me défaire de ma situation. Les mesures qui sont mises en place aujourd'hui marchent, mais on devrait encore rajouter la sensibilisation. On ne sensibilise pas assez sur les violences conjugales, que ce soit dans des écoles, que ce soit auprès des administrations. On devrait encore accentuer parce qu'il y a encore des morts. On a encore eu 102 femmes qui sont mortes à la suite des violences conjugales. Ça ne devrait même plus exister aujourd'hui. Donc, on doit améliorer cela. Je dirais encore dans le monde chrétien, je suis une chrétienne, je crois en Dieu, j'aime ma famille chrétienne. Je dirais que dans notre communauté chrétienne, on devrait en parler. Ça reste tabou aujourd'hui. Une femme chrétienne a peur d'aller voir le pasteur et de lui dire que je suis victime des violences conjugales. Ce n'est pas le cas ici chez nous à Dourdon, parce qu'on a des parents formidables. Maman Georgina, elle est toujours à l'écoute, papa Bonnie aussi. Mais je pense que l'Église doit lever le rideau sur les violences conjugales. On dit toujours que le mariage, c'est un aller sans retour. Ok, on allait sans retour dans la paix, dans le bonheur. Mais quand la vie d'une fille de l'Éternel, quand la vie d'un fils de l'Éternel est en danger, il faut savoir mettre un stop et préserver les vies. Une personne morte ne pourra jamais louer l'Éternel. Pour louer Dieu, il faut être vivant. Dans le monde chrétien, la communauté chrétienne, on doit lever le voile et en parler. Le cas de la dame, de la servante aux Inachi me touche énormément. Quand j'ai eu vent de cette nouvelle, j'ai pleuré. Je me suis dit, mon Dieu, des cas encore comme ça existe. Et on n'est même pas dans le monde. On est dans la maison de Dieu. On est chez des chrétiens. On est censé être le sel de la terre. On est censé apporter de la lumière. Comment se fait-il que chez nous encore, les chrétiens, on a encore des cas comme ça? Les pasteurs, s'il vous plaît, levez le voile. Il faut en parler. Les chrétiens doivent se sentir à l'aise d'aller voir le pasteur pour en parler. Dire que oui, maman pasteur, papa pasteur, je suis victime de violences conjugales. Et il faut surtout ne pas camoufler. On a l'art de camoufler les choses, que ce soit chez les chrétiens, que ce soit dans notre culture africaine. On a l'art de camoufler les choses. Non, on ne camoufle pas. On rappelle le conjoint ou la conjointe violente à l'ordre. Il faut le faire. Ça, c'est mon cri de cœur. Merci beaucoup. Merci. Si je juste peux revenir sur ça, c'est vrai qu'une des choses qui serait vraiment important à faire, c'est plus de campagnes de sensibilisation. Je pense que ça serait bien de le faire dès peut-être au niveau des collèges pour toucher les témoins de violences conjugales. Il n'y a pas que les victimes, il y a aussi les témoins. Donc c'est important de peut-être aller dans les lycées et en parler. Qu'est-ce qu'on fait si on voit les parents se déchirer? Quels sont les actes que l'on peut faire? Qui est-ce qu'on peut parler? À qui on peut se tourner? Et également peut-être au sein des entreprises. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent peut-être en costume très bien habillées, alors que les femmes, elles sont frappées à la maison. Donc, comme c'est un sujet qui est encore tabou, le fait de faire des campagnes de sensibilisation, on va vers les personnes, ça permet de libérer la parole et les personnes vont peut-être se dire « Ok, on en parle, alors je peux en parler ». C'est trouver un moyen pour
permettre à une femme de parler. Créer des opportunités. Des opportunités, c'est ça en fait. Il n'y a pas que les femmes aussi, comme Jessica a dit, il y a des témoins de la violence, il y a les enfants qui sont là et ça joue aussi sur le développement de l'enfant, sur son épanouissement. Donc c'est très important, non pas seulement de s'occuper de la personne qui est victime de la violence, mais aussi son environnement, son entourage, prendre soin de ces personnes-là. Oui, parce que c'est plusieurs vies qui sont brisées en fait à travers ces actes. Du coup, on a parlé de plusieurs choses, mais quelle est la place de la famille? Quelle est la place de l'Église face à cela? En fait, comment nous, en tant que amis, que sœurs, on peut réagir face à une personne qui est victime de violences conjugales? Comment l'Église peut réagir pour aider et soutenir ces personnes qui sont victimes de violences conjugales? Bon, l'Église fait réagir dans le sens que être à l'écoute, être attentionné et tendre la main à la personne qui souffre et dire qu'on est là. Donc n'hésitez pas, on est ouvert, on est là, et créer aussi cette relation de confiance. Parce que tu vas voir une personne qui vient se confier et la personne te dit non, parle à personne. Donc rassurer la personne que c'est qu'on partage entre nous, ça reste entre nous. Donc savoir accompagner la personne et être présent pour cette personne, c'est très important. D'accord. Ok. Quelqu'un a quelque chose à... Oui, enfin, avoir un cadre bienveillant, je pense que c'est vraiment important. Ne pas se sentir jugé. Si quelqu'un veut parler, il ne faut pas qu'elle ait l'impression d'être condamné par l'interlocuteur. Et je pense que vraiment les victimes de violences conjugales ont besoin surtout d'une oreille. Une oreille, juste une personne qui va les écouter avec un cœur sincère et un cœur rempli d'amour en fait. Les considérer. C'est important d'être considéré. Je veux rajouter un petit truc. Certains parents ont beaucoup de responsabilités dans cette situation parce qu'il arrive parfois que la femme victime de violences conjugales retourne chez ses parents. Les parents vont lui dire « on ne peut pas te garder, il faut que tu rentres chez ton mari ». Donc les parents ont aussi une grande part de responsabilité. Parfois, ces familles-là n'ont peut-être pas les moyens financiers pour garder leur fille. Ou parfois, ce qu'on peut entendre aussi, c'est que retourne chez ton mari, on n'a pas de l'argent pour rembourser la dot. Oui, ben oui, il peut aussi avoir ce type de réaction. Donc, je dirais aux parents, quand votre fille qui a été victime de violences revient à la maison, prenez vraiment le temps. Non seulement de l'écouter, mais d'aller voir le conjoint. Faites une assise, réunissez les parents de l'autre conjoint et vous-même, et rappelez la personne violente à l'ordre. Il faut vraiment rappeler cette personne à l'ordre pour qu'il n'y ait plus de sentiment d'impunité. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous trois pour vos interventions. Ça a été en tout cas très très édifiant pour moi. Je crois également que ça a été pour les personnes qui nous regardent ce soir. Alors on finit toutes nos émissions par la séquence du en 30 secondes. C'est en 30 secondes apporter une parole, un encouragement à une personne. Je vais tout simplement vous demander à chacune d'entre vous en 30 secondes d'apporter un message d'encouragement à une personne qui nous regarde, qui est soit victime, soit témoin de violences conjugales, et que vous puissiez tout simplement lui apporter un message. On va commencer par... Tu as été désignée. On va commencer par Jessica. Okay. En 30 secondes sur la caméra juste devant toi. Ok, en 30 secondes. Alors, j'aimerais encourager ces victimes de violences conjugales, tout d'abord, à parler, à sortir du silence, à sortir des 4 murs de la maison qui sont un lieu où il y a justement ces actes de violence, à parler, à trouver une oreille attentive et à surtout appeler, ça soit le 3919 ou la police, mais en tout cas, soyez accompagnés, ne restez pas seuls dans votre silence, dans un lieu où vous êtes attaqués, parlez, c'est important. Et aussi pour les témoins des victimes de violences conjugales, également parler, tournez les regards vers Dieu en fait, tournez les regards vers Dieu et déversez votre sac, parlez de tout votre cœur parce que Dieu est présent pour vous écouter et il y a de l'espoir en Christ. Merci beaucoup Jessica, merci pour ces paroles. Donc, je vais donner la parole à Georgina avec la caméra qui est juste là en face de toi. Tu as 30 secondes.
Alors, à toutes ces personnes qui vivent sous le joug de la violence, je vous dirais de ne pas rester dans le silence, parce que le silence, c'est une arme qui tue à petit feu. Donc ne soyez pas dans la honte, ne vivez pas dans la culpabilité, surtout aussi de votre déni. Ne vous sentez pas jugé par la société ni par votre entourage. Et j'aimerais aussi vous dire que le Seigneur, pour ceux-là qui prient, le Seigneur est de votre côté. Il est près des victimes, près de ceux-là qui souffrent, et il vous soutient. Vous n'êtes pas seul. Merci beaucoup, Georgina, pour ces paroles. Donc, du coup, je vais donner la parole à Georgette pour clôturer. Oui, merci Laetitia. Je voudrais m'adresser à une petite sœur, à une grande sœur, à une maman. Il y a un adage qui dit que quand tu es une personne sensée, une personne avisée, tu tires des leçons des erreurs des autres. Tirons des leçons de la mort de cette chantre, Osinachi, qui est morte il y a de cela quelques jours, sous les coups de son conjoint, laissant par là 4 orphelins. Femme, ne reste pas longtemps dans cette situation. Femme, il y a un avenir meilleur qui t'attend devant. Femme, cette situation n'est pas ton terminus, ce n'est pas ta finalité. Tu peux encore avoir un lendemain meilleur. Femme, pense à tes enfants. Donc, merci à vous toutes. C'était une émission très, très, très édifiante. Donc, n'hésitez pas à partager, à liker, à commenter cette émission. C'était tout pour nous pour ce soir. Et continuons à parler de cette cause qui est la celle des violences conjugales. Merci à chacune d'entre vous. Et on se dit à la prochaine pour la voix de la famille. Soyez bénis. Place à la famille. Place à la famille.